Après avoir envoyé mon mari en voyage d'affaires, j'ai accidentellement trouvé son deuxième téléphone. Et quand j'ai répondu à l'appel vidéo, j'ai failli hurler. J'avais à peine fermé la porte derrière Ethan, regardant sa silhouette disparaître dans le calme du soir alors qu'il partait pour un autre voyage d'affaires. Le bruit familier des roues de sa valise s'estompant sur le trottoir de briques était étrangement réconfortant, comme un rituel que nous comprenions tous les deux mais dont nous ne parlions jamais. Je suis resté là un moment plus long que nécessaire, une main posée sur le chambranle de la porte, laissant le silence s'installer avant de enfin verrouiller. Notre maison se trouvait dans une rue calme de Charleston, à quelques pâtés de maisons de l'eau. La brise marine s'infiltrait souvent par les fenêtres si on les laissait entr'ouvertes, apportant avec elle le parfum du sel et du magnolia, s'enroulant autour de tout comme un souvenir. La ville était paisible à cette période de l'année, assez chaude l'après-midi, mais encore fraîche le soir, le genre de temps qui invite aux couvertures douces et aux douceurs. Je me suis arrêté au petit marché du coin sur le chemin du retour du travail, achetant une boîte de truffes au chocolat noir et une bouteille de vin rouge. Je ne prévoyais rien de spécial, juste une soirée tranquille à la maison. J'ai retiré mes chaussures près de la porte, allumé une lampe dans le salon et roulé mes pieds sous moi sur le canapé. Ma couverture préférée, épaisse et polaire, et un peu trop usée sur les bords, m'y attendait déjà. J'ai appuyé sur play sur le dernier épisode d'une série réconfortante que j'avais vue une douzaine de fois et j'ai laissé la lueur de la télévision éclairer la pièce dans des bleus et des jaunes doux. Les soirées comme celle-ci étaient devenues ma petite indulgence. Quand la maison était à moi seule, quand le silence n'était pas solitaire mais doux, malgré ce que cela pouvait paraître de l'extérieur, notre mariage n'était pas parfait. Ethan était un homme bon, loyal, responsable et gentil de toutes les bonnes manières, mais toujours occupé. Son travail le tirait dans 100 directions, et la plupart du temps, je restais dans le calme. Nous nous disputions rarement, et je ne doutais jamais de son amour. Mais je me demandais souvent quand notre relation était devenue plus une routine qu'une romance. Je me disais que c'était normal. La vie change, l'amour s'installe, et peut-être, juste peut-être, j'avais toujours été quelqu'un qui trouvait plus de confort dans le calme que dans les étincelles. Je suis né et j'ai grandi ici à Charleston, dans une petite maison de bois clabouc entourée des clôtures couvertes de jasmin. Ma mère et ma grand-mère m'ont élevé. Je n'ai jamais connu mon père et elles n'en ont jamais parlé. D'après ce que j'ai pu rassembler au fil des années, il avait eu une romance estivale éphémère. Quelqu'un que ma mère a rencontré lors d'un voyage dans les Outer Banks avant de rentrer à la maison avec moi, grandissant tranquillement en elle. Mais je n'ai jamais regretté son absence. En fait, mon enfance était remplie des odeurs chaudes de pâtisserie, de porches ensoleillés, et du murmure doux de deux femmes qui géraient chaque problème avec une tasse de thé et une longue conversation. Notre maison était toujours calme, jamais chaotique. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste une compréhension silencieuse. Je pense que c'est là que j'ai appris à aimer la paix plus que la passion. Pendant que d'autres filles rêvaient de robes de mariée et de romances tourbillonnantes, j'étais contente des romans et des longues promenades au port. Ma mère disait toujours que j'avais une âme vieille, que j'étais trop sage pour mon âge. Peut-être qu'elle avait raison. J'ai toujours été attiré par les choses qui me faisaient sentir en sécurité. La prévisibilité, la routine, savoir où tout appartenait et pourquoi. C'est probablement pour ça que j'ai dit oui à Ethan. Il n'était ni tape à accent graveleux ni dramatique, mais il était stable, sûr, et pour quelqu'un comme moi, c'était suffisant. Ou du moins, ça l'était avant. J'ai pris une autre gorgée de vin, laissant l'amertume persister sur ma langue, et j'ai jeté un coup d'œil vers le couloir où était accrochée notre photo de mariage. Je pensais au vol d'Ethan et à où il pouvait être maintenant, peut-être à regarder les nuages défiler d'une altitude de 10 000 mètres. Je ne savais pas alors que la paix que j'avais si soigneusement construite commençait déjà à trembler. Que la nuit que j'avais prévu de passer dans une solitude douillette serait la dernière nuit où je verrais mon mariage de la même manière. Ma mère disait qu'elle ne voulait pas que je grandisse seul. Pas amèrement, pas avec regret, mais avec cette tristesse silencieuse dans sa voix comme si elle essayait de m'avertir de quelque chose qu'elle ne pouvait jamais tout à fait exprimer avec des mots. Elle remuait la soupe ou pliait le linge, et sans crier gare, elle disait « Tu ne devrais pas passer tes meilleures années seule, ma petite. La vie passe plus vite que tu ne le penses. » Je riais de ça, je levais les yeux au ciel, mais je savais ce qu'elle voulait dire. J'étais le rappel vivant de son aventure d'été devenue mère célibataire. Et bien qu'elle ne m'ait jamais fait sentir comme un fardeau, je pense qu'une partie d'elle portait encore le poids d'avoir élevé une fille sans partenaire sur qui s'appuyer. J'aimais ma mère et ma grand-mère plus que tout. Elles étaient fortes, gentilles et farouchement loyales l'une envers l'autre,
mais elles étaient aussi des femmes silencieuses. Elles ne vivaient pas audacieusement, ne recherchaient pas l'aventure ou le chagrin. Elles trouvaient le contentement dans la sécurité, dans la routine, dans les comptoirs propres et les chaussons doux. Et je pense qu'elles espéraient que je voudrais plus, ou du moins quelque chose de différent. Je ne l'ai pas fait, cependant. Du moins, pas avant. Au lycée, je n'ai jamais eu de petite amie. Je n'étais pas timide et je n'étais pas invisible. J'avais des amis, de bonnes notes, même quelques garçons qui tournaient autour, mais rien ne s'accrochait jamais. Je n'étais pas intéressé par le drame de l'amour adolescent, les ruptures dans le couloir, les potins murmurés à la cantine. Pendant que mes amis craquaient pour des garçons avec des guitares ou des vestes de sport, j'étais plus intéressé par les clubs d'informatique et les concours de codage. J'aimais la logique, la clarté, la satisfaction que les choses fonctionnent comme elles étaient censées fonctionner. L'amour vu de l'extérieur avait toujours l'air désordonné, bruyant et imprévisible. Cela ne m'attirait pas. Quand est venu le temps de choisir une spécialisation, j'ai choisi les technologies de l'information presque sans réfléchir. Ma mère m'y avait encouragé. Bon domaine, emploi stable, et beaucoup de garçons intelligents, dit-elle avec un clin d'œil. Mais je l'ai sincèrement aimé. J'aimais construire des choses à partir de zéro, regarder les systèmes se mettre en place pièce par pièce. Cela avait du sens pour moi d'une manière que les gens n'avaient pas. J'ai commencé l'université non loin de chez moi, faisant la navette depuis notre vieille maison à West Ashley jusqu'au petit campus local au centre-ville de Charleston. C'était une vie gérable, sûre, familière. Puis ma grand-mère est décédée. C'est arrivé en deuxième année, soudainement et sans avertissement. Un AVC au milieu de la nuit, parti avant même que l'ambulance n'arrive. Je me souviens de la façon dont ma mère s'est effondrée lorsqu'elle a reçu l'appel. C'était la première fois que je la voyais se briser, vraiment se briser. Cette femme avait tenu notre petit monde ensemble avec rien d'autre que sa seule volonté pendant des années. Et à ce moment-là, tout s'est écroulé. J'ai traversé ces semaines et ces jours, assistant aux cours par habitude, aidant aux arrangements funéraires, faisant semblant que j'allais bien. Mais je n'allais pas bien. Pas vraiment. Son absence a laissé un vide dans sa maison qui ne s'est jamais complètement refermé. La maison est devenue plus calme. Ma mère a commencé à passer plus de soirées à regarder la télévision seule. S'endormant dans son fauteuil inclinable avec une télécommande toujours dans la main. Je me suis plongé plus profondément dans mes études. Je me disais que je n'avais pas le temps de sortir, que ce n'était pas le bon moment, que je devais me concentrer. Et une partie de cela était vraie. Mais la vérité plus profonde était que je ne savais pas comment le désirer. Je ne savais pas comment aspirer à la proximité. Cela ressemblait à une langue étrangère alors que je n'avais jamais appris. Pourtant, ma mère a continué d'essayer. « Tu es belle, Anna » disait-elle doucement, repoussant mes cheveux derrière mon oreille. « Ne gaspille pas ces années à penser que c'est trop tôt ou trop compliqué. Tombe amoureuse. Fais des erreurs. N'attends pas qu'il soit trop tard. » Mais je n'étais pas comme elle ou mes amis. Je ne rêvais pas de mariage ou de nom de bébé. Je ne croyais pas que l'amour était la pièce manquante. J'étais satisfaite de la solitude, d'une vie qui avait du sens, où tout restait à sa place. Peut-être que j'étais simplement câblé différemment. Ce n'est que lorsque j'ai commencé mon premier emploi que j'ai même envisagé la possibilité que quelqu'un me voie comme plus qu'une fille calme et pratique derrière un bureau. Je me souviens du premier jour comme si c'était hier, entrant dans le bureau d'une entreprise de logistique de taille moyenne nichée près de l'ancien quartier du port. Le bâtiment avait été rénové à partir d'un ancien entrepôt de coton, murs de briques apparentes, grandes fenêtres avec des poutres tachées par le temps. Il sentait le tonneur d'imprimante et le café fraîchement moulu, et il bourdonnait de l'énergie des gens qui prenaient leur routine au sérieux. C'est là que j'ai commencé à sentir quelque chose changer. Je ne le savais pas encore, mais la vie allait me donner ma première vraie leçon sur ce qu'était l'amour. Et ce que ce n'était pas. J'ai rencontré Jonathan et un mardi matin qui ne semblait pas destiné à être spécial. Je marchais dans le couloir du bureau, transportant une pile de factures que je comprenais à peine, quand j'ai failli entrer en collision avec lui devant la salle de conférence. J'avais levé les yeux juste à temps pour voir un homme en costume bleu marine s'écarter, souriant légèrement en me tenant la porte. Il n'était pas ce que j'attendais. Tout le monde avait murmuré à propos de sa visite toute la matinée. Jonathan est directeur régional d'une de nos sociétés partenaires, quelqu'un que les gens décrivaient avec des phrases comme esprit vif, étoile montante, et certainement quelqu'un à surveiller. J'avais imaginé quelqu'un de plus âgé,
peut-être rigide ou condescendant. Mais l'homme qui se tenait devant moi était chaleureux. Poli, oui, mais accessible d'une manière qui m'a fait m'arrêter. Il avait ses yeux bleus concentrés qui me regardaient directement. Pas à travers moi, pas au-delà de moi, mais en moi, comme s'il me remarquait vraiment d'une manière que la plupart des gens ne remarquaient pas. Vous devez être nouvelle ici, dit-il, sa voix basse, confiante, comme s'il contrôlait déjà la conversation. Je ne pense pas que nous nous soyons rencontrés. Je me serais souvenu. J'ai ri nerveusement, repoussant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Oui, je ne suis ici que depuis quelques semaines. Il m'a tendu la main. Jonathan est. Anna Walker. Il répéta mon nom doucement, comme pour l'essayer, et je jure que mon cœur a fait un bond. Cela aurait dû être la fin. Un échange poli, un sourire professionnel, peut-être un signe de la main la prochaine fois que nous passerions dans le couloir. Mais Jonathan n'a pas laissé ça s'arrêter là. Il a trouvé des raisons de me parler à chaque fois qu'il venait, posant des questions sur les rapports, complimentant la façon dont j'organisais les choses, me taquinant même une fois sur l'écriture de plumes ridiculement parfaite sur une note autocollante. Ce n'était pas grand-chose, juste de petites choses, mais j'ai remarqué. Une semaine plus tard, il a appelé le bureau et a demandé à me parler directement. J'espère que ce n'est pas trop direct, dit-il. Mais j'aimerais vous inviter à dîner si vous êtes libre. J'étais stupéfaite. Personne ne m'avait jamais demandé de sortir comme ça auparavant. Si direct, si sûr comme s'il connaissait la réponse serait oui. Et d'une manière ou d'une autre, c'était le cas. J'ai dit oui sans même réfléchir. Mes joues étaient chaudes pendant des heures après. Il est venu me chercher devant le bureau ce vendredi soir, m'ouvrant la portière de la voiture comme s'il était sorti d'un film. Il sentait le colombe cher et l'ambition. Nous sommes allés dans un restaurant sur le toit dont je n'avais jamais entendu parler, avec du jazz doux en fond sonore et des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus. La vue sur la ville me donnait l'impression d'être ailleurs, quelque part de glamour, d'adulte, pas juste la fille de la maison calme de West Ashley. Jonathan a commandé pour nous deux après avoir posé juste assez de questions pour donner l'impression qu'il adaptait l'expérience à moi. Vous allez adorer les coquilles Saint-Jacques poêlées, dit-il avec confiance. Ce sont les meilleurs de la ville. Faites-moi confiance. Et je l'ai fait. Je me suis retrouvé à me pencher sur ses choix, le laissant guider la soirée, ses histoires, son rythme, le vin. Il parlait de son travail, de sa motivation, des villes qu'il avait visitées. Il me faisait sentir intéressante simplement en posant des questions sur mon enfance, mes rêves, mes livres préférés. Quand il me regardait, c'était avec une intensité comme si rien d'autre dans la pièce ne comptait. Ce regard me faisait me sentir belle d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Vu, admiré, choisi. J'ai flotté toute la nuit comme si j'étais dans un corps différent. Je n'étais pas seulement Anna, la fille prudente, ou Anna, la fille de bureau silencieuse. J'étais quelqu'un d'excitant, de désiré, et quand Jonathan s'est penché à la fin de la nuit et a effleuré ma joue d'un baiser, sa main chaude sur mon dos, j'ai senti quelque chose se déverrouiller en moi. Je pense qu'une partie de moi savait déjà qu'il aimait avoir le contrôle. Mais au lieu de le questionner, je l'ai laissé me réconforter. Le laisser diriger signifiait que je n'avais pas à décider, pas à m'inquiéter. Il était plus âgé, plus expérimenté, et la certitude dans sa voix rendait le monde moins écrasant. Et moi, je voulais tellement croire que c'était ça, que j'avais enfin trouvé le genre d'amour dont ma mère avait toujours rêvé pour moi. La première fois que Jonathan m'a dit de ne pas porter quelque chose, cela s'est présenté comme un compliment. J'avais choisi une courte robe à fleurs pour un brunch du dimanche avec des amis d'université. Rien d'outrageant, juste légère et estivale, quelque chose que j'avais porté des dizaines de fois auparavant. Mais en sortant de la chambre, il a légèrement incliné la tête et a dit, « Tu sais, tu serais encore plus magnifique dans cette robe marine que tu portais à la collecte de fonds. Plus élégante, plus chic. » Son ton était doux, presque pensif, comme s'il me rendait service. J'ai changé. Ça ne m'a pas semblé être un gros problème à l'époque. Juste une tenue, juste une suggestion. Mais après cela, les suggestions ont continué à venir. Il levait un sourcil à une chemise qui montrait trop d'épaules, fronçait légèrement les sourcils à une paire de jeans aux ourlets effilochés. Finalement, j'ai arrêté de porter tout ce qu'il pourrait ne pas approuver. J'ai commencé à me surveiller, pas seulement comment je m'habillais, mais ce que je disais, comment je me comportais, comment je riais. Je n'ai pas remarqué le changement au début. C'est entré comme du brouillard, doux et lent.
Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, nos vies se tissant en un seul long fil. Jonathan vivait seul dans un condo spacieux surplombant la rivière avec des fenêtres du sol au plafond et une cuisine qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Il a commencé à suggérer, puis à demander, puis à insister pour que je reste plus souvent. « C'est idiot que tu continues à faire la navette pour rentrer dans cette petite maison, » disait-il. Nous nous voyons à peine comme ça et je voulais être près de lui. Je le voulais vraiment. Alors finalement, j'ai fait mes bagages et j'ai emménagé. Au début, j'ai essayé de faire ma part pour que l'endroit ressemble à un chez-soi. Je cuisinais. Je nettoyais. J'ai réorganisé l'armoire à épices même si je ne savais pas à quoi servait la moitié des bocaux. J'ai regardé des vidéos YouTube sur la façon de plier des draps comme un hôtel. J'ai brûlé le dîner 2 fois. Jonathan n'a pas crié. Il a juste souri serré et commandé à emporter. « Tu vas t'améliorer » dit-il en m'embrassant le front. Mais il y avait quelque chose de pincé dans son ton qui est resté avec moi toute la nuit. Il a commencé à faire des commentaires sur la façon dont sa mère faisait la meilleure tarte au poulet, sur la façon dont son ancienne petite amie gardait toujours des fleurs fraîches sur la table, sur l'importance pour une femme de créer une maison paisible. Rien de tout cela n'était cruel. Exactement. Juste assez piquant pour blesser. Il n'aimait pas quand je prenais des plans sans vérifier. Et si j'avais prévu quelque chose pour nous, disait-il. Est-ce que je compte moins dans ton emploi du temps? Il n'aimait pas mes amis non plus. Pensait qu'ils étaient trop bruyants, trop immatures, trop imprudents. Pourquoi sortir avec des gens qui ne t'inspirent pas, demanda-t-il un soir. Et peut-être avait-il raison. Peut-être que je les dépassais. J'ai commencé à annuler des plans, à trouver des excuses. Ils ont arrêté de demander après un certain temps. Jonathan parlait constamment de l'avenir, du mariage, de notre mariage, des couleurs que nous allions utiliser pour la réception, du type de photographe qu'il embaucherait. Il ne m'avait pas encore demandé en mariage, pas encore, mais il parlait comme si c'était déjà décidé, comme si nous étions déjà à mi-chemin de l'allée, et que je n'avais tout simplement pas encore rattrapé. Certaines nuits, je restais éveillé à côté de lui, fixant le plafond, me demandant pourquoi je ressentais ce vide étrange dans ma poitrine. Il faisait tout bien. M'achetait des cadeaux, m'emmenait dîner dans des restaurants chics, se souvenait des anniversaires dont je ne savais même pas que nous les avions. Il était tout ce que ma mère avait toujours espéré que je trouve. Ambitieux, fiable, généreux. Mais il y avait autre chose aussi. Une pression. Une tension que je ne pouvais pas nommer. J'avais l'impression d'essayer constamment d'être assez joli, assez posé, assez serviable. J'avais arrêté de me demander ce que je voulais, arrêté de faire des choix qui étaient juste les miens. Quelque part en cours de route, j'étais passé de me sentir chéri à me sentir façonné, moulé. Pourtant, je me disais que c'était ça, le vrai amour. L'engagement, le sacrifice. Grandir signifiait renoncer à une certaine indépendance, n'est-ce pas? J'imaginais la voix de ma mère, fière et pleine d'espoir, me disant que j'avais enfin trouvé un bon homme. Et je m'accrochais à cette image comme à une bouée de sauvetage, même si le courant en dessous commençait à me tirer. C'est arrivé un vendredi soir, juste après que j'ai décliné une autre invitation de mes amis. Ils avaient prévu un petit rassemblement dans un bar sur le toit au centre-ville. Juste quelques verres, rien de fou, mais j'avais refusé sans réfléchir. Jonathan n'aimait pas les bars. Il n'aimait pas mes amis. Et honnêtement, ils avaient arrêté de s'attendre à ce que je dise oui. J'étais devenue celle qui restait toujours à la maison. J'étais roulé en boule sur le canapé, feuilletant les chaînes sans rien regarder quand il est entré avec cette énergie particulière qu'il avait toujours après avoir conclu une grosse affaire. À moitié ivre de succès, à moitié distrait par ses propres pensées. Il s'est assis à côté de moi, a pris la télécommande de ma main et a éteint la télévision sans un mot. Puis il m'a regardé avec ce sourire que je trouvais autrefois charmant, mais que je lisais maintenant comme étant réhersé. « C'est l'heure, dit-il. » J'ai attendu assez longtemps. Avant même que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il a sorti une petite boîte de sa poche et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant brillant sous la lumière de la lampe, belle d'une manière froide et clinique. Il ne s'est pas mis à genoux. Il n'a pas dit qu'il m'aimait. Il a juste dit, je vais obtenir un poste plus élevé au prochain trimestre. Cela a du sens maintenant. Nous sommes prêts. Dis oui. Je l'ai regardé, figé. J'ai entendu ma propre voix résonner dans mon esprit. Chaque excuse que j'avais faite,
chaque justification que j'avais murmurée tard le soir pour expliquer la pression, le contrôle, le poids de sa présence. Soudain, tout était là, juste devant moi. Les fois où il avait critiqué ma cuisine avec un soupir patient. La façon dont il fronçait les sourcils quand j'essayais de porter quelque chose de brillant ou de court. Les commentaires passifs-agressifs sur mes amis. Le silence qui suivait chaque petite rébellion. Et j'ai pensé, ce n'est pas de l'amour. C'est de la gestion. C'est du contrôle enveloppé de soie et d'or. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas violemment, pas bruyamment, mais comme un fil qui se casse enfin après avoir été trop tendu trop longtemps. J'ai souri doucement et j'ai prononcé les mots qui m'ont surprise moi-même. Non, je ne veux pas t'épouser. Son visage n'a pas changé au début. Il a cligné des yeux comme s'il attendait une blague qui n'est jamais arrivée. Tu es choqué, dit-il. Ce n'est pas grave. J'aurais dû mieux préparer ça. Non, répétai-je. Tu ne comprends pas. Je ne suis pas choqué. J'en ai fini. Je me suis levé, j'ai pris mon sac sur la table d'appoint et je me suis dirigé vers la porte comme si je marchais dans l'eau. Lentement, lourdement, délibérément. Je ne me suis pas arrêté pour argumenter. Je n'ai pas essayé d'expliquer parce qu'au fond, je savais qu'aucune explication ne changerait quoi que ce soit. Il n'avait pas écouté depuis des mois. Pourquoi commencerait-il maintenant? Je ne suis pas retourné au condo. Je ne suis pas allé à notre restaurant préféré ni chez une amie. Je suis allé directement chez ma mère. Elle a ouvert la porte en robe de chambre, surprise, inquiète, mais elle n'a rien demandé. Elle m'a juste serré longtemps et fort comme si elle savait. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément. Pas de pression, pas d'attente, juste le doux bourdonnement du vieux ventilateur de plafond, l'odeur des draps à la lavande de ma mère, et les battements silencieux de mon propre cœur. Stable, sans fardeau. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. J'ai rencontré Ethan le soir où j'ai filé à l'anglaise d'une fête d'entreprise à laquelle je ne voulais même pas assister. C'était l'un de ces événements rigides sous un éclairage cru dans une salle de banquet louée, avec de la nourriture tiède et des rires forcés. Les gens trinquaient et engageaient des conversations maladroites pendant qu'un DJ essayait en vain de faire danser quelqu'un. J'ai tenu 1 heure, peut-être moins, avec 2 filles de la comptabilité, et nous nous sommes faufilés et avons erré dans un bar à quelques pâtés de maison. Un petit endroit douillet avec de la musique live, des briques apparentes, et le genre d'éclairage doux qui rendait tout un peu plus chaud. Un groupe local jouait quelque chose de blues. Et pour la première fois de la soirée, j'ai senti que je pouvais respirer. C'est là que je l'ai vu. Ethan Walker. Il n'était pas tape à accent grave-l'œil. Il n'était pas le gars le plus bruyant de la pièce ni le mieux habillé, mais quelque chose dans sa façon de rire, sans retenue, les coins des yeux plissés, a attiré mon attention. Il était assis avec quelques amis au bout du bar, parlant facilement comme s'il appartenait partout où il allait. Quand nos yeux se sont rencontrés, il a souri. Pas un rictus, pas une performance, juste ce sourire authentique et facile qui m'a fait sourire en retour sans le vouloir. Je me suis retrouvé seul à une table pendant que les filles sortaient pour fumer. Et c'est là qu'il est venu. Puis-je m'asseoir, demanda-t-il, désignant la chaise vide. Pas du tout, dis-je. Nous avons commencé à parler du groupe, puis de musique en général, puis de films, et d'une manière ou d'une autre en l'espace de 20 minutes, nous sommes passés de nos réalisateurs préférés à nos émissions de télévision d'enfance, puis à notre amour mutuel pour l'architecture ancienne. C'était facile. Il n'y avait pas de performance, pas de prétexte, pas de charme calculé, juste 2 personnes qui avaient une conversation qui semblait pouvoir durer éternellement. Nous avons échangé nos numéros avant la fin de la soirée. Et je me souviens être rentré chez moi en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Pas de pression, pas d'attente, juste le souvenir de quelqu'un qui écoutait sans interrompre et qui me regardait comme si j'étais une personne, pas un projet. Ethan a appelé 2 jours plus tard. Notre premier rendez-vous était une promenade le long du port et un dîner à emporter sur un banc de parc. Simple, honnête, et parfait. Il n'était pas riche. Il ne venait pas d'une longue lignée d'hommes prospères ni n'avait d'appartement de luxe avec vue sur la ville. Il avait gravi les échelons à partir de rien. Né dans une petite ville du nord de l'État de South Carolina, élevé par une mère célibataire, diplômé en génie civil, et décroché un emploi à Charleston grâce à sa détermination et sa ténacité. Il n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Il essayait juste de construire quelque chose de réel. Et avec lui,
je n'avais pas à faire semblant. Je pouvais porter ce que je voulais, rire trop fort, dire la mauvaise chose, et il ne me faisait jamais me sentir petite pour ça. Il ne me faisait jamais sentir que je devais être mieux ou plus. Il m'aimait juste comme j'étais. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant qu'il ne me demande en mariage nerveusement, gentiment sur le même banc de parc où nous avions partagé ce premier dîner à emporter. Il n'y a pas eu de grands gestes, pas de photos mises en scène, juste Ethan tenant une bague dans une main et la mienne dans l'autre, me demandant si j'allais construire une vie avec lui. J'ai dit oui sans hésitation. Nous nous sommes mariés le printemps suivant lors d'une petite cérémonie au bord de l'eau. Ce n'était pas parfait. Les fleurs étaient en retard, mon voile s'est accroché à un buisson, et ma mère a pleuré pendant tout le temps, mais c'était le nôtre. Honnête, simple, plein d'amour. J'ai emménagé dans la petite maison à 2 chambres qu'Ethan avait achetée quelques mois avant notre rencontre. Elle n'était pas chic, mais elle avait un citronnier dans le jardin et un porche qui captait la meilleure lumière de l'après-midi. Et chaque matin, il m'embrassait sur la tempe et murmurait, « Tu rends cet endroit chaleureux. » Avec Ethan, je n'essayais pas d'être parfaite. Je n'avais pas à gagner son affection. Je pouvais respirer. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti en sécurité, et j'ai pensé, peut-être que c'est ça, le vrai amour. Ça a commencé comme n'importe quelle autre soirée quand Ethan était en déplacement. Je me suis versé un verre de vin, allumé une bougie sur le comptoir juste pour que la maison ne semble pas si vide, et j'ai pris un bain chaud avec de l'huile de lavande. Il avait envoyé un SMS plus tôt disant que ses réunions à Raleigh avaient duré tard, et qu'il rentrerait dimanche soir. Cela me donnait encore 2 jours de calme, de solitude, ou du moins, je le pensais. Je suis allé dans la cuisine pour chercher l'enceinte Bluetooth que je gardais dans le tiroir près du poêle. Juste quelque chose pour jouer de la musique pendant que je me trempais. Mais quand j'ai ouvert l'armoire du bas, j'ai remarqué quelque chose coincé entre le panneau latéral et le mur. Un petit rectangle, noir, inconnu. Un téléphone. J'ai froncé les sourcils, me penchant pour le sortir. Il était poussiéreux comme s'il était là depuis un moment, mais pas oublié, pas abandonné. Au moment où il a été dans ma main, il s'est allumé. Un appel arrivait. Pas juste un appel vidéo. Le nom sur l'écran disait Nathalie, suivi d'un emoji cœur. Mon estomac s'est effondré. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste répondu. Le visage d'une fille a rempli l'écran. Peut-être 18 ans, peut-être un peu plus âgée. Blonde, grands yeux bleus, très doux et délicats. Son expression a changé dès qu'elle m'a vu. Oh, dit-elle, clignant rapidement des yeux. Ai-je appelé le mauvais numéro? J'ai essayé de garder ma voix égale. Qui cherchez-vous? Elle a hésité. Ethan. Désolé. Est-ce que c'est? Je suis sa femme. Ses lèvres se sont légèrement écartées, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Oh, je ne savais pas. Désolé, je dois y aller. Et juste comme ça, l'appel s'est terminé. Je suis resté là, figé, regardant l'écran noir dans ma paume, les bords de mon esprit se déroulant comme du fil. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait dans mes oreilles. J'ai regardé à nouveau le téléphone. Vieux modèle, marque différente de celle qu'Ethan utilisait quotidiennement. Il n'avait pas de coque, pas d'écran de verrouillage, juste ce nom, cette fille, Nathalie. Tout ce qui a suivi s'est déroulé au ralenti. J'ai posé le téléphone sur le comptoir comme s'il pouvait me brûler. L'eau de mon bain est devenue froide dans la baignoire. La bougie a fondu en une mare de cire. Je me suis assise à la table de la cuisine pendant ce qui a semblé être des heures, essayant de reconstituer une version de la réalité qui avait du sens. Il me trompait. Il le fallait bien. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Un téléphone caché? Une adolescente? Elle appelant avec un emoji cœur à côté de son nom. Les nuits tardives, les voyages, les absences inexpliquées. Comment ai-je pu être si aveugle? Le sommeil n'est pas venu. Je me suis allongé dans son lit, les yeux ouverts, rejouant chaque conversation, chaque contact. Chaque fois que je me disais que j'étais en sécurité. Je continuais de visualiser son visage, jeune, doux, fragile, comme quelqu'un qui n'avait jamais été trompé auparavant. Au moment où le matin est arrivé, ma gorge était râpeuse à force de retenir les larmes, et j'avais élaboré une 12aine de plans. Le confronter, le quitter, hurler, exiger des réponses.
Mais aucun d'eux ne m'avait préparé à ce qui s'est réellement passé, car Ethan est rentré plus tôt. J'étais toujours en robe de chambre, assise sur le canapé avec le téléphone sur mes genoux quand la porte s'est ouverte. Il est entré, sa valise à la main, l'air fatigué, mais pas surpris de me voir. Ses yeux sont immédiatement tombés sur l'objet sur mes genoux. « Alors, dit-il doucement, fermant la porte derrière lui, tu l'as trouvé. » Il n'y avait pas de panique dans sa voix, pas de précipitation pour s'expliquer, juste une résignation calme qui m'a plus glacé que n'importe quel mensonge n'aurait pu le faire. « Qui est-elle » ai-je demandé, la voix tremblante. Il n'a pas répondu tout de suite, juste marché lentement, s'est assis dans le fauteuil en face de moi, et m'a regardé comme quelqu'un se préparant à une chirurgie sans anesthésie. « J'allais te le dire éventuellement, dit-il. Je ne savais juste pas comment. » Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quelle dispute. Et dans ce silence, quelque chose en moi s'est brisé à nouveau, pas comme avant quand j'ai trouvé ma liberté. Cette fois, c'était de la peur. Une vraie peur lourde que la vie que j'avais construite, la sécurité que je pensais avoir trouvée, était sur le point de s'effondrer à nouveau. « J'ai besoin que tu écoutes, » dit Ethan doucement, ses mains posées sur ses genoux comme s'il s'ancrait au sol. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Ma gorge était serrée. Mes doigts se sont agrippés au téléphone. Il avait l'air épuisé, pas juste fatigué, mais accablé comme s'il portait quelque chose depuis longtemps et qu'il n'avait plus d'endroit pour le cacher. Il a pris une profonde inspiration. Tu sais, j'ai 2 meilleurs amis, Ben et Marcus. Mais il y en avait un 4e. Il s'appelait Max. J'ai cligné des yeux. Le nom ne m'a pas d'abord enregistré. Puis je me suis souvenu qu'Ethan avait mentionné un ami d'enfance décédé dans un accident de voiture des années avant que nous nous rencontrions. Je n'avais jamais beaucoup demandé. Il semblait si peiné et je ne voulais pas le presser. Ethan s'est légèrement penché en arrière, fixant le mur derrière moi comme s'il regardait une bobine de vieux souvenirs. Max était le meilleur d'entre nous. Intelligent, drôle, stable. Il s'est marié jeune, sa fiancée du lycée, Lena. C'était le genre de couple qui vous faisait croire au destin. Ils ont eu 3 enfants. Nathalie était leur première, puis des jumeaux. Le nom m'a frappé comme une pierre. Nathalie. Je me suis redressé, les pièces s'assemblant lentement, mais je ne pouvais toujours pas parler. Il y a 10 ans, continua Ethan, la voix tendue. Nous leur avons fait la surprise d'un voyage pour leur anniversaire. Des vraies vacances. Juste 2. Nous avons organisé la garde d'enfants, mais les billets s'occupaient de tout. Ils ne sont jamais revenus. Il a marqué une pause, déglutissant difficilement. L'accident s'est produit dans les montagnes. Un chauffeur de bus touristique a eu une crise cardiaque au volant. Aucun survivant. Pendant un instant, la pièce a semblé complètement immobile. J'ai imaginé le petit visage de Nathalie à l'écran, figé de surprise. Un enfant qui avait grandi sans parents. Mon cœur me faisait mal d'une manière que je ne savais pas possible. Après ça, dit Ethan, sa voix plus douce maintenant. Ce fut le chaos. La mère de Max, la grand-mère de Nathalie, a essayé de tout tenir ensemble, mais il y a quelques années, elle a eu un AVC. Elle a perdu la garde. L'État était prêt à intervenir. Les enfants allaient être placés dans le système. J'ai fermé les yeux, sachant déjà ce qu'il allait dire ensuite. Nous ne pouvions pas laisser cela arriver. Marcus et Ben ont leur propre famille. J'étais célibataire. J'avais de l'argent. J'ai rempli les papiers et je suis devenue leur tutrice légale. Il m'a regardé directement alors, les yeux vitreux. Ils vivent dans leur propre maison avec une gardienne à temps partiel. Je couvre tout. Je les vois chaque semaine. Je ne les cache pas, Anna. Je ne savais juste pas comment l'expliquer sans donner l'impression que c'est quelque chose que ce n'est pas. Alors qu'est-ce que c'est, ai-je finalement demandé, ma voix brisée. Pourquoi le téléphone caché? Pourquoi me cacher ça? Parce que j'avais peur, dit-il simplement. Peur que tu penses que je mentais. Que tu verrais ça comme une trahison. Que tu sentirais que tu ne me connaissais pas vraiment. Et honnêtement, peut-être que tu ne me connaissais pas. J'ai essayé de te protéger de tout ça, du poids de tout ça, de la complexité. Je ne voulais pas apporter ce chagrin, cette histoire dans ce que nous construisions. Je voulais juste la paix pour nous deux. Je le regardais.
Ma poitrine était pleine de cailloux. Mais sous la confusion, la colère, il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, une lueur d'admiration, de culpabilité, de honte d'avoir supposé le pire. Elle a appelé, ai-je murmuré. Nathalie, c'est comme ça que j'ai trouvé le téléphone. Elle avait l'air si jeune. Elle essayait de m'avertir d'un embouteillage, dit-il avec un petit rire douloureux. Elle savait que je conduisais pour aller les voir. Elle ne voulait pas de tout ça. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Je n'arrêtais pas de penser à lui tous ces week-ends. Je pensais qu'il travaillait tard. Conduire à travers les États pour vérifier 3 enfants qui n'étaient pas les siens de sang, mais qui étaient les siens par amour, par loyauté, par promesse. Tu aurais pu me le dire, dis-je, sans accuser, juste triste. Je sais, dit-il. J'avais tort. Et je déteste que tu aies douté de moi. Mais je te jure, Anna, je ne t'ai jamais trahi. Je ne le ferai jamais. Et je le croyais. Pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause du regard dans ses yeux, de la culpabilité, de l'épuisement, de l'espoir silencieux que peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard. Pendant longtemps après qu'Ethan ait fini de parler, je n'ai rien dit. Pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que mon cœur essayait de rattraper la vérité. J'avais passé une nuit entière à croire que l'homme que j'aimais m'avait trahi. J'avais fixé ce téléphone caché avec des mains tremblantes, imaginant tous les pires scénarios, laissant chaque possibilité sombre fleurir dans ma poitrine. Et maintenant, le voilà, nu, brisé, honnête, me disant une vérité si loin de ce que je craignais. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, encore plus lourde. J'ai tout ressenti en même temps. La trahison, oui, mais pas pour les raisons auxquelles je m'attendais. Je me sentais blessé qu'il ne m'ait pas fait confiance avec cette partie de sa vie. Je me sentais coupable d'avoir supposé le pire. Je me sentais stupéfaite, vraiment stupéfaite, par le poids de ce qu'il avait porté seul. Et sous tout cela, j'ai ressenti quelque chose de plus profond. Je suis fier de lui. Ethan n'était pas parfait. Il n'a jamais prétendu l'être. Mais ce qu'il avait fait tranquillement, sans reconnaissance, sans demander d'éloge, était le genre d'amour dont je n'avais lu que dans les romans. Le genre qui sacrifie, le genre qui se montre, le genre qui n'a pas besoin d'être vu pour être réel. J'aurais aimé que tu me le dises, ai-je dit à nouveau, plus doucement cette fois. Je sais, murmura-t-il. Je voulais protéger ce que nous avions. Je ne voulais pas que tu sentes qu'il y avait une partie de moi à laquelle tu ne pouvais pas accéder. Mais il y en avait une, dis-je, et maintenant elle est là. Tout cela, et je dois décider quoi en faire. Il a hoché la tête, sans me presser, sans supplier, juste attendre. Et quelque chose dans cela, son calme, sa patience, m'a fait lui faire encore plus confiance. J'ai regardé le téléphone toujours posé dans ma paume. Le nom de Nathalie sur l'écran me semblait différent maintenant. Pas comme une menace, pas comme une trahison, mais comme une porte ouverte. Je veux les rencontrer, dis-je finalement. Ethan cligna des yeux, ses épaules se contractant légèrement. Tu le veux. J'ai hoché la tête. Si je vais être ta partenaire, vraiment ta partenaire, je ne peux pas être que dans les parties faciles. Je veux connaître les gens que tu aimes, les gens qui t'ont formé, et s'ils sont de la famille pour toi, ils sont aussi de la famille pour moi. Ses yeux se remplirent de quelque chose entre la gratitude et l'incrédulité. Il a tendu la main par-dessus l'espace entre nous, a pris ma main doucement, et a embrassé l'intérieur de mon poignet. Ils vont t'adorer, dit-il. J'espère, murmurai-je. Mais même s'ils ne le font pas, je pense que je les aime déjà un peu juste pour être une partie de toi. Nous avons passé le reste de la matinée à parler, des enfants, de leur personnalité, de comment Nathalie était devenue presque une petite adulte beaucoup trop tôt. Ethan m'a parlé des jumeaux, de leur énergie constante, de leurs blagues privées, de la façon dont ils dessinaient encore des portraits de leurs parents quand il leur manquait trop pour le dire à voix haute. Nous n'avons pris aucune décision importante ce jour-là. Pas de déclaration ni de geste dramatique, juste de petits pas intentionnels vers quelque chose de plus grand. Une semaine plus tard, ils sont venus nous rendre visite. Nathalie était plus silencieuse en personne que ce que j'attendais, plus réservée, mais gentille, attentionnée. Ses yeux scrutaient les miens quand nous nous sommes rencontrés, comme si elle essayait de comprendre qui j'étais vraiment. Je ne lui en ai pas voulu, mais elle a souri finalement. Et quand je lui ai donné un tube de gloss à lèvres et que j'ai dit que j'avais besoin de son aide pour choisir des chaussures pour une fête,
elle a ri et quelque chose a changé. Les garçons étaient sauvages et doux, pleins de questions, pleins de bruit, pleins de vie, et je les ai aimés instantanément. Cet été-là, nous les avons reçus tous les week-ends. Nous avons cuisiné ensemble, joué à des jeux de société, marché le long du port. Ils ont apporté le chaos dans notre petite vie bien rangée, et je l'ai accueilli. Pour la première fois, notre maison a semblé pleine d'une manière que je n'avais même pas réalisé qu'elle manquait. Le genre de plein qui vient avec le bruit, le désordre et les doigts collants et quelqu'un criant « J'ai dit Dib » sur le dernier brownie du salon. J'ai regardé Ethan un soir alors que nous étions assis sur le porche, écoutant les garçons se chamailler à un jeu vidéo, et Nathalie fredonnait en se tressant les cheveux. Il les regardait avec un calme contentement sur son visage, et quand il s'est tourné vers moi, je l'ai vu refléter dans ses yeux. « Je ne pensais pas que je pouvais avoir tout ça, dit-il doucement. Pas après tout ça. Eh bien, j'ai souri, me penchant vers lui. Tu n'as plus à le faire seul.